rassurez-vous. Bon, vous en conflit d'intérêt. Alors, c'était publié l'an dernier donc, chez Hépatol, donc l'un des deux journaux référents de tout ce qui va être hépatologie dans le monde, donc c'est le représentant européen. Et puis, l'ESL a suivi un petit peu le rythme des autres sociétés savantes et a mis en place des slides de très bonne qualité. Alors, le sommaire, on va parler de l'acide, de l'infection d'acide, parce qu'il y a des nouveautés là-dessus. L'hémorragie acide, ça sera surtout des rappels, je pense. L'insuffisance rénale, ça sera un peu de la logique, on va dire. Complications respiratoires, j'en parlais un petit peu. Et puis la cardiopathie cirrhotique, les patients graves de réanimation, ça peut intéresser le grand monde, donc je vous ai épargné. Voilà. Donc l'acide, ce que vous avez appris, régime pour 16 6 grammes par jour, spironolactone de 100 à 400 mg par jour et furosémide de 40 à 160 mg par jour. En cas d'échec, les parasynthèses, donc les bonbons d'acide, la peau de TIPS et éventuellement la transplantation. Alors, est-ce qu'il y a des choses changées dans le dernier? Pas grand-chose. L'objectif sur une perte de 500 grammes à 1 kg par jour. On dit qu'une perte inférieure à 2 kg par semaine, le traitement est en échec. Et en cas d'échec, le TIPS. Donc les recommandations ont été un peu plus pertinentes parce que les contre-indications varient selon les auteurs. Absence d'encéphalopathie hépatique. Bilan total inférieur à 50 mg par litre. Ils ont également parlé de plaquettes, j'ai pas mis inférieur à 130 mg par mètre cube. Un score de MED inférieur à 18. Une échographie cardiaque favorable, c'est-à-dire l'absence de cardiopathie développée et particulièrement d'HTAP. Et attention, on sait que le TIPS, quand on le pose chez quelqu'un de plus de 70 ans, il y a un surrisque de mortalité. Donc le co-standard était inchangé, et puis futures possibilités qui ont été évoquées, la FAPUMP, et deux études sorties l'an dernier dont nous n'avons pas parlé, par rapport à la place de l'albumine. Surtout l'étude Hamster faite par des Italiens, qui montrait justement que l'albumine, faite régulièrement 2 fois par semaine au départ, avant de pouvoir se passer 1 fois par semaine, a amélioré la survie chez les patients qui ne répondaient pas bien aux diurétiques et à une cirrhose grave. Cette étude a été un peu contrebalancée par une autre étude faite par les Espagnols, qui mettait albumine et midodrine, donc il n'y avait pas d'efficacité supplémentaire, mais par contre on a besoin d'avoir d'autres données pour connaître éventuellement la place de l'albumine chez ces patients graves. Alors l'infection d'acide communautaire, vous aviez appris, l'équinolone, j'en parle même plus, c'était C3G ou augmentin, durée minimale de 5 jours, 7 à 10 jours suivant un petit peu donc, les recommandations. L'albumine, 1,5 g par kilo AG1, contre de sort de 1999, et 1 g par kilo AG3. C'était un peu remis en cause parce que les patients qui avaient une bilirubine supérieure à 60 microns par litre ou une créate supérieure à 80 microns par litre, ces patients ils étaient un peu moins à risque de développer une insuffisance rénale, enfin un peu plus à risque de développer une insuffisance rénale, pardon. Donc ces patients ils devaient être privilégiés pour avoir accès à un traitement par albumine. Donc contre la 48 heures, une base épidémique de 25%, et en cas d'échec, dans ce moment-là, on mettait des antibiothérapie plus larges, c'est-à-dire pipé, tazo ou des carbapénènes. En fait, les études ont montré que plus on mettait vite le bon antibiotique, mieux la survie était bonne. Dans ce cas-là, on avait changé un petit peu le paradigme. C'est-à-dire qu'on avait fini l'infection communautaire, ce que vous connaissez tous, l'infection nosocomiale après 40 jours d'hospitalisation, et l'infection liée aux soins. C'est-à-dire que le patient est hospitalisé, ou pris en charge dans un soin général, dans les 3 mois qui précédaient donc l'infection d'acide. Donc l'infection communautaire, ils ont retenu que les C3G, donc céphalotaxime, donc le céphalotaxime ou le ceftriaxone. Et infection liée aux soins ou aux infections nosocomiales, à ce moment-là, on met d'emblée tazocilline et éventuellement IVSO, on en parlera un petit peu après, ils n'en parlent pas dans leurs recommandations, mais les études ont été faites, et éventuellement, sur l'écologie du service, les carbapénènes. Nous, dans le service, on a eu 3 patients qui avaient une résistance à la tazo et qu'on a traité donc par TINAM, un transplanté et un immunodéprimé, et l'autre c'était nosocomial. Donc une albumine, toujours la même chose. Ils n'ont pas trop retenu les recommandations, donc ces valeurs de bilirubine et de créatinine, mais ça semble quand même logique, malgré tout. Contre la 48 heures, ça ne change pas, et en cas d'échec, donc on élargit l'antibiothérapie éventuellement, selon. Alors, par rapport à la perfusion continue, donc les infectiologues ont montré quand même que la tazo était efficace à la seringue électrique, et ça a été testé justement chez les patients cirrhotiques. Alors, c'est pas encore publié, ça sort de la dernière ESS, c'est vraiment intéressant, dans la mesure où ils montraient justement que la tazo à seringue électrique ou les PNM à seringue électrique quand elles peuvent être administrées de cette façon, ça a amélioré la survie. Alors, l'hémorragie digestive, là, c'est surtout des rappels, il n'y a pas eu de changement majeur, je ne parle pas non plus de la conduite à tenir en prévention secondaire qui est bloquant. Donc, conditionnement, vous le savez, donc, bien sûr, on s'occupe de tout ce qui va être respiration, tout ce qui va être circulation. Les cristalloïdes à privilégier, les coïdes n'ont pratiquement plus d'indication, ça peut pas discuter pour le gluten, mais il n'y a pas d'études faites chez le patient cirrhotique. L'objectif d'hémoglobine entre 7 et 8 grammes par décilitre, avec justement le protocole restrictif qui a été montré par Villanueva en 2013. Ça a bien été montré pour les Shackbuck A et B, le Shackbuck C, les nombres de patients étaient trop faibles. Traitement vasopresseur, vous connaissez, somatostatine avec un but de 500,
L'oxytocine ou sandostatine, vous connaissez bien 25 gamma par heure. Talipressine, selon le protocole de mg par 4 heures pendant 48 heures, puis 1 mg par 4 heures, le tout le traitement entre 2 et 5 jours. Donc ça avait été étudié par les Sud-Coréens, qui avaient fait une étude donc, en 2014, mais qui était déjà présente en 2011 à la CLD, et il n'y a aucune différence, malheureusement on n'a pas fait cours de survie, il n'y a aucune différence de survie, quels que soient les 3 régimes, que ce soit sur la survie, mais également sur la récidive hémorragique. Le traitement antibiotique, c'est important parce que ça pousse le risque de translocation bactérienne. Alors d'une part sur les infections d'acide, ça vous le savez, mais également donc, les hypoglycérides qui vont être justement amenés par cette translocation bactérienne, qui vont favoriser l'hypertension portale. Donc en ciblant justement cette translocation, on va diminuer l'hypertension portale. Dans l'orthoxacine à 400 mg par jour, vous le savez, ou ceftriaxone 1 g par jour. Donc si la tension sur chaque excès, ça c'est une vieille étude de 2006. L'endoscopie, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, vous le savez beaucoup mieux que moi, on en parle, je pense que ça a déjà discuté déjà. Il faut que le patient soit stable, l'érythromycine, ça n'a pas changé. Par contre, c'est le délai de faisabilité, on va dire, de la gastroscopie. Donc, il faut les faire dans les 12 heures. En fait, les études, même celles qui étaient sorties cette année à l'ESL, montrent justement qu'il n'y a pas de supériorité si on le fait dans les 4 premières heures ou si on le fait dans les premières heures par rapport à 12 heures. Par contre, après 12 heures, il y a quand même un début de perte de chance. Alors, en cas d'échec, son de tamponnement, vous savez, c'est la mort, et le fameux TIPS. Alors, deux indications essentiellement, donc c'est le early TIPS, donc c'est chaque bug C, inférieur à 14, ou chaque bug B avec hémorragie. Et le reste du TIPS, c'est bien sûr en cas d'échec. Alors, ça avait été étudié dans le New England, donc ça date déjà de 2010, et ils ont réétudié cette année pour justement pour voir justement pour chaque bug B, plus particulièrement, chaque bug B avec une hémorragie active, il y avait un doute sur les études rétrospectives, et en fait, c'est vraiment pas des tests sur survie, ça montre une supériorité par rapport au risque hémorragique. Donc, le early TIPS doit être effectué, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas en France. Donc, en résumé, le conditionnement, vous le savez, objectif d'hémoglobine 7 à 8 grammes, les 3 traitements talipressine, somatostatin, efficaces l'un que l'autre, le traitement antibiotique, donc à mettre en place pour la prévention donc, de translocation bactérienne, l'endoscopie, ça, je ne reviens pas là-dessus, le early TIPS qu'on fera justement selon les résultats initiaux, et en cas d'échec, et à son tamponnement qui va dans la place restera limité justement à des cas d'échec d'endoscopie immédiat. Alors, une nouveauté, c'est plus dans les définitions et puis surtout dans la rapidité de la prise en charge, c'est l'insuffisance rénale aiguë. C'est-à-dire, ils ont appliqué les scores AGI qui ont été développés par les néphrologues, ils n'ont pas retenu par contre le débit urinaire, mais ils ont regardé par contre l'augmentation de la créatinine sérique. C'est-à-dire qu'il faut voir l'augmentation de la créatinine sérique au cours des 48 premières heures. Soit à plus de 50% donc de la valeur initiale, soit de plus de 26 micromol par rapport à la valeur initiale. Donc le stade 1 correspond à cette définition. Ils ont défini selon la créatinine initiale, c'est un stade 1A, 1B, c'est la valeur pronostique. Puis stade 2, plus de 2 fois la valeur de base. Stade 3, plus de 3 fois la valeur de base. Ou une créatinine sérique supérieure à 352 micromol par litre, avec une hausse de 26 micromol par litre à ce moment-là, ou une dialyse. Donc la maladie rénale aiguë, ça va jusqu'à 3 mois. Donc, selon la définition avec le DFG, et on parle de maladie chronique quand la DFG reste inférieure à 60 minutes par minute, quand ça dépasse 3 mois. Alors, la prise en charge, c'est là où ça devient le plus intéressant. Donc, il faut la prendre en charge précocement. C'est une chose que la plupart, enfin, que tout le monde, je pense, sait. C'est qu'il faut éliminer l'éventuelle autre cause. Ça reste quand même la clé, et c'est plus important, dans le sens où seulement 25% des patients cirrhotiques en lien transrénal aigu vont avoir un syndrome hépatorénal bien diagnostiqué. Donc, diminuer les bêta-bloquants, ça c'est important. Les anti-inflammatoires transrénaliens, les agents néphrotoxiques, les vasodilatateurs, revoir l'intérêt des diurétiques, traiter une infection éventuellement. Soit ça se résout parfait, persistance on traite au cas par cas, suivant justement l'éthologie. Par contre, ça progresse, on fait un test à l'albumine, on arrête la diurétique si besoin. Si ça répond, parfait. Si ça ne répond pas, on discute si ça rencontre des critères de symptômes hépatorénal ou pas. Si ça répond des critères de symptômes hépatorénal, c'est la talipressine, soit par bolus, même si ça reste très discuté, parce que maintenant, l'IVSE semble avoir une efficacité, enfin, l'efficacité est pareille, mais une efficacité identique, mais les risques secondaires moindres. Et l'albumine de 20 à 40 grammes par jour. Un petit détail pour les effets bloquants. Quand les patients vont avoir des sous-réfractaires, vous savez que c'est très discuté. Il faudra penser à les arrêter quand la créatinine sera supérieure à 130 mg par litre, la natriémie inférieure à 130 mg par litre, ou une pression artérielle systolique inférieure à 4 mm par mercure. Donc là, c'est l'étude de Carvalli qui est sortie en 2015, justement, qui montrait qu'une efficacité à peu près identique entre les bolus et justement la seringue électrique. Par contre, les effets secondaires étaient moindres. Alors, je vais pratiquement terminer. Je vais parler des complications pulmonaires. Ils ne vont pas forcément de tout retenir, y compris pour les internes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément extrêmement intéressantes, notamment par rapport à l'accès à la transplantation.
mais, parce que ça reste, on va dire, dans l'hyperspécialité, mais voilà, il faut quand même avoir comme notion que ces patients-là, ils ont envie d'avoir des complications cardiaques et pulmonaires. Et qu'il ne faut pas hésiter, surtout ce message fort, devant un ISME ou des points d'appel cardiaque ou, si on souhaite avoir accès à une transplantation, de faire ces examens pour estimer la fonction cardiaque et la fonction respiratoire. Alors, hydrothorax, donc c'est le passage d'acide justement à travers les DEX. Traitement est identique, hein, sauf éventuellement le talcage ou la pleurodèse, c'est la même chose en cas d'échec. Le sang hépatique pulmonaire, donc il correspond à trois choses, maladie hépatique, dilatation des artères pulmonaires et mauvaise oxygénation artérielle. Donc ça, on verra par l'échographie au but, donc appel au cardiologue, un cardiologue encore, et éventuellement saturité pulmonaire. Donc l'oxygène reste le traitement et éventuellement la transplantation. Donc en cas d'hypertension porto-pulmonaire, dans la définition SYNPA-PM, une pression artérielle pulmonaire moyenne, pas systolique, supérieure à 25 mm de mercure, en fait caractérise le droit qui reste quand même le gold standard, l'échographie cardiaque. Alors je vous passe sur les détails pour les traitements parce que c'est discuté en staff, et sous la transplantation, il faut savoir si une contre-indication si elle existe. Par contre, s'il existe une amélioration, il faut discuter justement suivant la PAPM et la résistance vasculaire pulmonaire, donc au niveau des artères pulmonaires, on discutera justement si on a accès à la greffe ou pas, et ça, on verra après avec nos collègues de transplantation. Donc, les messages principaux, je ne vais pas non plus vous apprendre grand-chose en disant ça. L'hémorragie TIPS, l'hémorragie digestive, pardon, c'est surtout le TIPS, la plaque du TIPS qu'il faut vraiment connaître. Donc, chaque obsé est à partir de B8 avec l'hémorragie active. Dans le futur, le carbénidol, donc une place en prévention primaire, c'est déjà un peu le cas en prévention secondaire. Les statines sont intéressantes, les études qui ont été faites, mais ça n'a pas été retenu encore par le contrôle de consensus. L'acide, le traitement standard reste inchangé par rapport à ce que vous avez connu. Donc, les perfusions à la lune, pourquoi pas. La FAPUMP, quelques résultats un peu mitigés à discuter. La FAPUMP, je ne sais pas si vous connaissez, je viens de vous connaître, c'est une petite poche que l'on va mettre donc, dans l'acide qui va se vider directement donc, dans la vessie. Ça va vider l'acide dans la vessie. L'infection d'acide, ne pas hésiter à mettre une antibiothérapie de large spectre initialement chez les patients qui sont suspects soit d'avoir une infection nosocomiale, soit d'avoir une infection liée au soin. En cas d'insuffisance rénale, c'est surtout dépistage précoce pour pouvoir mettre en place un traitement adapté, notamment c'est un problème rénal. Complications cardio-pulmonaires, c'est à connaître, c'est surtout pour les dépister, notamment c'est un projet de greffe. Et les projets de patients en réanimation, je ne vais pas parler, les critères de gravité qui ont été mis en place, honnêtement, dans la partie quotidienne hors réanimation, et l'intérêt reste limité. Voilà, je vous remercie.